Et salut à tous, bienvenue dans la review du chapitre 1064 qui tient toutes ses promesses dans l'amorce du combat entre l'empereur dégueulasse Stitch et Trafalgar, dit Waterloo. Deux puissances en course pour le One Piece qui se battent pour récupérer les Road Poneglyphs ou pour éliminer un sérieux concurrent dans un clash qui secoue le monde entier et qui alerte aussi bien la marine que la piraterie et les révolutionnaires, les citoyens de ce monde. La course est lancée et tout se met en place pour le clash final qui va opposer toutes ses volontés. Petite parenthèse pour vous remercier de votre soutien, je me donne à fond que ce soit dans mes théories, dans mes analyses, pour vous apporter autant que possible de mon point de vue sur l'œuvre des Shiroda, et je compte bien persévérer. On a atteint les 300 abonnés et tout ça c'est grâce à vous. J'espère qu'on partagera cette aventure de plus en plus nombreux au fil du temps. Merci à vous, et on va revenir au sujet du jour. Le kidnapping de Pudding se confirme, et la situation se précise avec cette page de couverture grotesque dans lequel on voit en figure de l'équipage de Barbe Noire Aokiji le cycliste et Vanugur le téléporteur de la reine de Safrania. Un duo qui se complète vraiment bien pour une mission à deux. Vanugur a une vision perçante, on rappelle que c'est un sniper à la base, qui permet au duo de pénétrer dans le territoire de Big Mom via les téléportations avant de lancer un raid à l'aide des attaques de zone gargantuesque du Faisan Bleu. Une rapidité instantanée, combinée à l'un des pouvoirs les plus craqués sur le plan de l'offensive de zone, le Yonko ne laisse rien au hasard et joue ses cartes avec prudence depuis son embarquement sur le navire de Barbe Blanche. Prudence et mère de sûreté, le proverbe lui correspond très bien. D'ailleurs, on se demande, mais est-ce que le Faisan Bleu est encore avec Vanugur et attend son heure pour intervenir dans ce combat? Et si oui, est-ce que c'est un allié ou est-ce que c'est un ennemi? Ça, on ne saurait pas encore le dire, mais ça va pas tarder. En tout cas, ce début de combat, c'est une véritable pépite de la part des Shiroda, qui nous régale de tous les côtés. Barbe Noire qui va profiter du pouvoir des tremblements pour lancer un gros coup d'entrée de jeu, et on se dit qu'il est super imposant, il sort des cases du manga, il dépasse du cadre, mais l'eau nous montre que son équipage n'est pas arrivé aussi loin dans le Nouveau Monde en ayant un seul et unique combattant dans ses rangs, mais bel et bien une véritable équipe qui se met en place selon des directives aussi chirurgicales que le surnom de Trafalgar Law dit le chirurgien. Donc on a Akukan, et je connaissais pas du tout le personnage, qui s'occupe du navire, donc du sous-marin. Chachi et Pagouin, je les connais pas non plus, qui s'occupent de plonger sous l'eau, tandis que l'eau reste visible à terre pour prendre de farce avec quelques troupes le choc du Yonko, qui fait secouer toute l'île sur laquelle il se trouve. Et comme on s'y attendait, le supernova au chapeau champignon n'a pas éveillé son pouvoir de fruit du démon pour rien. Parce qu'il va déjà trancher Stronger le Pégase d'un seul coup avec son éveil. L'objectif est simple, profiter des coups des corps d'enclume des possesseurs de fruits que forment tout l'équipage de Barbe Noire pour les faire plonger en brisant le support volant du trio volant, tout simplement. Doc Q est un terroriste armé de bombes pommes qu'il lance sur l'équipage de l'eau, mais franchement je vais être honnête avec vous, et je pense qu'on sera tous d'accord pour se dire un truc, les membres de l'équipage que l'on croyait être une bande de nerds et de mascottes savent se battre, et ils savent se battre en mer en plus. Pingouin nous balance une attaque digne de Carapuce et fait exploser la salve de bombes en plein air, ce qui n'est pas sans nous rappeler la fameuse technique d'homme-poisson de Smack, le lieutenant d'Arlong. Je sais, ça fait au moins une vingtaine d'années, mais la ref est présente. Je pense que les subalternes de Trafalgar ont pris des cours de Kyojin Karaté, de Kyojin Jujutsu, parce que mais ils se déplacent à une vitesse de malade sous l'eau. Et contrairement à un équipage rempli de fruits du démon, ils nous montrent en une fois que les pirates se battent en mer et que cet avantage peut être décisif, tout simplement en allant couler le navire du Yonko par derrière, par le seul chemin inatteignable, que ce soit par Barbe Noire, Burgess, Augure ou autre, l'eau de mer, leur ennemi naturel. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils aient appris à se coordonner, au point de pouvoir balancer des techniques de Kyojin Karaté un peu comme Jinbe, et ces vagues de fou quoi. Ça pourrait vraiment égaliser les chances de victoire entre des fruits archi-cheatés et une maîtrise de la mer qui est l'ennemi numéro 1 de ces gens. À côté de ça, on a Beppo et... comment il s'appelle? Jean Bart. Ouais, c'est Jean Bart, je crois. Et qui étonne aussi, déjà avec deux cases d'apparition, que ce soit le radar très pratique de Beppo avec son ouïe, qui va permettre à l'ancien esclave de Chabondi de se placer et de tanker. Et je rappelle qu'il l'a tanké visiblement sans acquis, un tir de commandant de Yonko. Je vous cache pas que je suis assez surpris par ce tour de force. Vanugur s'étonne de la résistance du colosse qui protège l'eau, et qui lui va envoyer une Karum. Donc
donc ça c'est la lame hein, qui va s'agrandir, comme pour Big Mom, mais cette fois va transpercer le bide de l'empereur et lui envoyer une onde de choc interne qui fait de bons dégâts. Je mets la parenthèse ici hein, sur le personnage de Barbe Noire. Ça reste l'antagoniste à ce jour qui se montre le plus opposé à Luffy, donc fruit du démon du soleil Nika, donc contre le fuite des ténèbres, on a vraiment une opposition flagrante, et qui doit désormais réaliser ses preuves au plus haut niveau de la piraterie. Il a le fruit des tremblements, du haki en réserve, il a le fruit des ténèbres, peut-être même le haki des rois, on sait pas, ce qui m'étonnerait pas hein, de la part de Teach, qui nous a toujours montré des ambitions extraordinaires, en accord avec sa fourberie. D'ailleurs, est-ce qu'il n'utilise pas le HDR revêti, donc le haki des rois, pour repousser la lame de l'eau sans la toucher dans la page que je vous montre? Mais tout ce que je veux dire en gros, c'est qu'il ne faut pas se laisser berner par le premier round, et ça a toujours été comme ça avec ce personnage, et il s'en a fait les frais, hein, souvenez-vous, de leur début de combat où Dalmera Meranomi qui avait balayé en un coup l'ensemble de l'équipage, pareil pour Magellan, pareil pour d'autres personnes, avant que tout ne rebascule en sa faveur dans un second temps. Trafalgar Law a un énorme potentiel, ça il faut le dire, et il se montre digne. Et quand je dis digne, c'est digne à 100% du niveau des empereurs, il faut être honnête. Et Barbe Noire, bah, il doit remporter la victoire s'il veut s'affirmer en tant qu'antagoniste, et surtout revenir dans la course au One Piece, mettre la pression Mugiwara aux autres factions en lice. D'ailleurs, ça m'a fait marrer, petit plan sur Akainu, qui est au courant de la situation mais reste cloîtré sur sa chaise d'amiral en chef, ce qui n'exclut pas. Et moi, je trouverais ça très marrant en fait. Un autre type d'intervention, Sengoku et Garp, comme je vous le disais dans ma review, pour des raisons scénaristiques claires, qui pourraient s'intéresser de près à cette bataille. Que ce soit pour permettre à Garp d'attraper Aokiji par le col en lui demandant ce qu'il fait avec le Yonko, pour permettre avec Sengoku de perpétuer la mémoire de Corazon en secourant le fils de cœur de son ancien fils adoptif, si Barbe Noire repart avec les rois de Poneglyph, la vie de l'eau pourrait bien être épargnée de cette manière, et ce serait bien amené je trouve. Les retraités qui passent sous le nez d'Akainu, qui est muselé à Marineford, ce serait vraiment marrant. On bascule rapidement sur Egghead, je vous avoue c'est beaucoup moins fourni par rapport à la bataille, forcément la bataille c'est vraiment du premier plan, ça pète aux yeux, c'est plein de voilà. Hein. Et on découvre quelque chose de super intéressant sur Kuma, et ça faut mettre l'accent dessus. Hein. Il fait partie d'une race à part, ça je m'y attendais pas du tout, ce qui a intéressé Vegapunk, qu'il aurait pris avec lui pour les expériences qu'on connaît. Visiblement c'est un condamné à mort hein, qui a été pris sous l'aile de Vegapunk en échange d'une liberté conditionnelle. C'est devenu un Shishibukai cybernétique, celui qu'on a connu par exemple à Thriller Bark. Est-ce qu'on est sur une race similaire au Lunaria qui est différente de celle-ci? On peut vraiment rien affirmer, et certainement pas que Kuma soit un Lunaria d'emblée. Bah, il a aucune des caractéristiques connues, il a pas les ailes, il a pas les flammes, il a juste le bronzage. Mais le problème c'est que j'ai envie de te dire que si tu vas sur une plage aux îles Maurice, et des Lunaria t'en as pas 5, t'en as 5000. Pour moi on bascule vraiment dans ce que j'ai anticipé dans mes précédentes reviews, et la théorie que j'ai faite sur Kuma, hein, que je vous invite à aller regarder, c'est un véritable complot dans lequel en fait t'as les révolutionnaires qui marchent dans la direction de Vegapunk et vice versa. Donc Kuma accepte de devenir un cyborg et de mourir, et il le fait certainement pour le royaume de Sorbet, pour sa fille dans un premier temps. Mais je pense que les raisons sont tout autres, enfin complémentaires, et sont liées à l'espionnage du gouvernement mondial. À quel moment tu te méfies de parler un peu trop fort devant un condamné à mort qui est sous contrôle cybernétique? Eh ben, si on part du principe que Shaka, donc le Vegapunk numéro 1 est de mèche, alors il est possible de faire fuiter d'une manière ou d'une autre toutes ces informations très facilement. Je résume ma pensée en quelques mots. Kuma a vu sa conscience, donc sa conscience d'être vivant, se faire transférer dans le corps du Séraphin Incognito, ce qui explique de 1 le dysfonctionnement du Séraphin lui-même. Dragon n'a jamais été mis dans la confidence à ce sujet. Pourquoi? Parce que quand il revoit le corps de Kuma originel, bah, qui a vraiment plus rien, il est KO, il n'y a plus de conscience dans la boîte de conserve, et il se demande ce qui est en train de se passer. Dragon n'a donc jamais été mis dans la confidence, ce qui explique la perfection de ce plan. Pour tromper tes ennemis, tu devras tromper tes alliés. Et surtout quand on connaît la capacité du gouvernement à aller chercher des informations de manière clandestine. Et tout ça peut expliquer l'envie soudaine du gouvernement mondial d'aller tuer Vegapunk. Pourquoi? Parce que chacun aurait pactisé avec le gouvernement l'aurait appris d'une manière ou d'une autre. Ce qui peut expliquer cela. Il y a aussi le mystère de l'arme qu'a utilisé Im. Ceci aussi peut expliquer. Mais le Kuma qu'il transporte,
donc avec le Cypher Pole 0, pour moi c'est le véritable cheval de Troie. Donc en fait c'est simple, Kuma s'est infiltré en tant que Séraphin, donc la conscience de Kuma a été transférée par Vegapunk dans le Séraphin a été livré au gouvernement mondial, Kuma a fait en sorte d'être en dysfonctionnement, t'as le Cypher Pole qui va ramener inconsciemment le cheval de Troie à Vegapunk, et du coup il y aura toutes les informations dans ce cheval de Troie. Ça reste un plan assez mystique, hein, je vous avoue que j'en suis pas sûr, mais il y a un monde où ça se passe comme ça. On bascule un peu sur les Mugiwara en nouvelle tenue, t'as Zoro qui fait pas confiance à Lilith, ça m'étonne pas de lui du tout, et c'est dans les profondeurs du laboratoire planqué au sommet de Egghead, avec le Similo îlot céleste, qu'on apprend que Shaka est en contact direct avec Dragon, lui annonçant sa mort prochaine. Il est possible que Shaka travaillait pour les révolutionnaires, c'est ce qu'on a vu ensemble, mais en tant que mercenaire, là où Lilith, Vegapunk numéro 2, en faisait de même avec le gouvernement mondial. Tout ça dans le but d'alimenter ses fonds de recherche. C'est assez énorme comme révélation, le fait que Vegapunk va mourir, mais je vois pas comment le Cypher Pole pourrait attenter à sa vie. Parce que t'as les Mugiwara dans les parages, Vegapunk il a donné à Luffy la machine à Big Mac automatique, à partir de là, c'est l'ami de Luffy, tu vois. Lucci va retourner à la niche, Kaku va retourner faire du cerceau avec son coup de girafe, et Tutusi, bah, la pauvre femme, c'est bien, elle est présente dans quelques cases, mais quel est son palmarès? Enfin, je vois pas trop ce qu'elle va faire. Ah bon, elle doit avoir le Shigan et tout le bordel, mais à ce niveau-là, ça reste compliqué, quoi. Et vous, en tout cas, mais qu'est-ce que vous pensez de la bataille entre Law et Barbe Noire? Qui va gagner dans ce clash au sommet, et qu'est-ce que ces personnages nous apportent dans l'œuvre pour en être méritants, c'est le plus important. Quels sont vos avis sur Kuma, Vegapunk, les révolutionnaires? Qu'est-ce que ça vous a fait déjà de voir que Dragon est au bout du fil? Ça c'est énorme. Ça fait pas mal de questions, mais autant vous en parler directement dans les commentaires. Après, on a Aokiji qui est sur le navire de Barbe Noire. Est-ce que Aokiji interviendrait dans cette condition en sauvant Barbe Noire, ou est-ce qu'il interviendrait pour couler Barbe Noire, justement? Faut pas aller tellement loin dans la théorie que je vais m'en tenir là pour cette fois. Et ben en tout cas, je vous remercie pour avoir suivi la vidéo, merci à tous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles théories, de nouvelles reviews. Tchuss.